Moi, je conseillerais de toute manière d'être à l'aise avec ses convictions, d'être à l'aise avec les sujets qui vous tiennent à cœur. Ça, d'une manière générale, politique ou pas politique d'ailleurs, dans tous les domaines, si vous êtes passionné par ce que vous faites, si vous croyez en ce que vous faites, ça se verra. Vous allez le transmettre d'une certaine manière. Et ça, c'est un principe de base. C'est toujours mettre du sens dans ce qu'on fait et le faire avec beaucoup de conviction. Si d'une manière ou d'une autre, vous êtes en décalage par rapport à vos convictions, vous êtes en décalage par rapport à ce que vous croyez, vous ferez pas les choses avec entrain et ça se verra. Et vous les ferez mal. Donc, même d'un point de vue, je dirais, de pur intérêt, vous avez intérêt à faire les choses qui vous plaisent. Vous savez, je dis souvent qu'on oppose parfois le choix du cœur et le choix de la raison. On dit parfois, attention, est-ce qu'il faut faire le choix de la raison ou le choix du cœur? Le choix du cœur est le choix de la raison. Parce qu'en faisant le choix du cœur, vous allez faire les choses qui vous tiennent à cœur, les choses avec lesquelles vous êtes à l'aise. Et donc, de fait, ce sera le choix de la raison parce que ça sera le choix en vertu duquel vous serez le plus efficace, le plus impliqué. Le choix du cœur est le choix de la raison. Enchanté Franck. Enchanté. Très content de vous avoir. Je vous ai découvert sur LinkedIn par hasard. Je suis tombé sur une interview de vous sur votre parcours, sur qui vous êtes, même une interview assez personnelle parce que vous vous livrez beaucoup dedans et j'ai trouvé ça hyper sympa et je me suis dit tiens, je vais le contacter, je vais prendre le temps de découvrir le personnage parce qu'il y a une belle histoire autour de votre parcours. Vous êtes actuellement avocat associé chez Flichy-Granger, je prononce bien. Absolument. Et avant ça, vous étiez conseiller à Matignon, conseiller social. Donc vous avez pas mal travaillé, alors je ne sais pas si on peut dire en politique, mais ça reste dans le monde de la politique. Oui. Et vous êtes devenu avocat au fur et à mesure de votre carrière. Donc un beau parcours, je pense qu'il va inspirer beaucoup de gens. Nous, on a une belle audience d'avocats qui nous écoutent et on a eu il n'y a pas longtemps un épisode autour de l'activité accessoire sur qu'est-ce qu'on peut faire en parallèle de la profession. Et donc, je pense qu'il y a autant d'avocats qui hésitent à se lancer en politique et qui pourtant ont des belles compétences sur le sujet. D'autres qui peut-être sont en politique. Alors, je pense qu'il y en aura moins qui nous écoutent sur ce sujet, ce volet-là, et qui peut-être se disent, tiens, si je devenais avocat. Je vous laisse vous présenter. J'ai plein de questions autour de votre vie et je vais vous laisser aussi étayer un petit peu. Et puis, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui, effectivement, pour parler de sujets qui me passionnent, comme vous l'avez souligné, depuis pas mal de temps. Alors, les sujets qui me passionnent, c'est les sujets qui tournent autour des questions de travail, d'emploi, de formation professionnelle, qui sont, d'une certaine manière, un peu un fil conducteur de tout ce que j'ai fait depuis que je suis rentré dans la vie active. J'ai fait plusieurs choses différentes. J'ai fait un petit peu de politique, effectivement. J'ai été élu local dans ma prime jeunesse, quand j'avais 20 ans, dans ma ville d'origine, à Lyon. Et puis, j'ai travaillé avec beaucoup de ministres du Travail. J'ai été conseiller de plusieurs ministres du Travail et conseiller d'un Premier ministre, Édouard Philippe, de 2017 à 2020. Et j'ai été avocat une première fois avant de conseiller Édouard Philippe, et puis une seconde fois, depuis 5 ans, désormais chez Flichy-Granger. Alors, vous l'évoquiez tout à l'heure, moi, un des moteurs de ce que je fais depuis toujours, c'est la passion pour ces sujets. La passion pour ces sujets et la volonté de trouver une voie de passage, c'est-à-dire la volonté d'être constructif et d'aider ceux qui sont en position de décision, dans un certain nombre de cas, à trouver la bonne manière de traiter une difficulté et de résoudre un problème. C'est un peu le point commun que l'on peut trouver entre la démarche qui est celle d'un avocat, puisque quand un client vient vous voir, certes, il va être satisfait si vous lui expliquez que la règle de droit prévoit ceci ou cela, mais il va l'être encore plus si vous lui expliquez que dans le contexte de cette même règle de droit qui prévoit ceci ou cela, la bonne marche à suivre pour trouver une solution au problème qui le fait vous rencontrer, c'est celle-là, et que vous lui proposez plutôt d'emprunter tel chemin. Et quand vous conseillez un ministre ou un Premier ministre, la démarche est assez similaire, parce que le ministre ou Premier ministre avec lequel vous travaillez, il va être confronté à toute une série de situations extrêmement complexes, et il va se tourner vers vous pour essayer de l'aider à trouver une solution aux difficultés auxquelles il est confronté. Alors, c'est pas toujours simple, bien évidemment, mais si c'était simple, on ne serait pas là. C'est toujours extrêmement compliqué. Et puis surtout, il y a souvent plusieurs dimensions dans une difficulté qui vous est soumise. Il y a rarement une dimension uniquement juridique. Il y a une dimension politique, il y a une dimension humaine, il y a une dimension économique, etc., etc., etc. Et pour trouver la bonne voie de passage, il va falloir appréhender l'ensemble de ces dimensions. J'ai eu un mentor dans ma carrière, j'en ai eu plusieurs, mais j'en ai eu notamment un qui nous avait posé comme règle, en tant qu'avocat, une idée par dossier.
On sera très fort si, chaque fois que quelqu'un vient nous voir, on est capable de trouver la petite idée qui va bien, l'idée par dossier qui permet de trouver la bonne voie de passage. Voilà. Alors, je suis passionné par les questions sociales, parce que les questions sociales, c'est la vie des gens, c'est la vie des entreprises. Je fais tout ça aussi avec du sens derrière, parce que je me suis engagé en politique à 20 ans dans le cadre de ce qu'on appelle la famille gaulliste sociale. Donc je crois au contrat, je crois à la négociation collective, donc je crois à la capacité des acteurs de trouver des solutions par eux-mêmes et d'être aidés à trouver ces solutions par eux-mêmes. Et c'est tout ça que j'ai voulu essayer de pousser dans toutes les situations où j'y ai été, où j'en ai eu la possibilité. Trop bien. Alors, du coup, j'ai plein de questions, même d'ordre presque plus politique, qui me viennent. Mais la première question que j'ai envie de me poser, c'est pourquoi vous êtes lancé en politique dans un premier temps? Enfin, au plus profond de vous, est-ce que vous vouliez changer des choses? Est-ce qu'il y avait, vous aviez des convictions sur certains points qui, soit vous n'allez pas, soit justement vous vouliez aller dans un sens? Et ensuite, je vous poserai pourquoi aller côté avocat. Mais commençons par le côté politique déjà. Pourquoi je me suis lancé en politique? C'est parce que j'avais des convictions gaullistes extrêmement ancrées. À savoir, la conviction gaulliste, c'est le fait que l'homme est au centre de tout. Le fait que la France a un message original à délivrer dans le monde, le fait qu'on a la chance d'avoir des institutions solides et qu'il faut les préserver et les défendre, pour citer un certain nombre des choses auxquelles je tiens. Et j'ai voulu défendre tout ça. J'ai voulu défendre aussi la question du contrat dans la société, la question de la participation, le dialogue social, je crois en tout ça. Et donc, je me suis impliqué très tôt, effectivement, j'avais 20 ans à l'époque, et j'ai été élu à Lyon, j'ai été le plus jeune élu de Lyon, dans la foulée de Michel Noir, qui avait été élu en 1989. Et j'ai essayé de pousser toutes ces idées, alors à l'échelon d'une municipalité, bien évidemment, là où j'étais. Et ensuite, dans le chemin que j'ai pu faire professionnellement, où je me suis spécialisé sur les questions de travail et d'emploi, je suis devenu inspecteur du travail, je suis rentré donc au ministère du Travail, et puis j'ai eu l'occasion de travailler avec un certain nombre de ministres, Xavier Bertrand en 2007, pour pousser ces idées aussi. En 2007, c'est l'année où a été réformées les règles relatives à la représentativité syndicale, à la démocratie sociale, et où on a mis un petit peu plus de démocratie dans le système. C'est l'année où on a donné plus de souplesse dans les relations contractuelles, où a été créée la rupture conventionnelle du contrat de travail, par exemple, avec la possibilité de rompre le contrat de travail d'un commun accord. Et donc j'ai eu la possibilité de pousser tout ça auprès de Xavier en 2007, puis auprès de différents autres ministres du Travail par la suite. Et puis en 2017, quand Édouard Philippe a été nommé à Matignon, ça a été l'occasion de participer au mouvement mis en place à travers les ordonnances de réforme du Code du travail. J'avais écrit un livre avec Bertrand Martineau en 2016 qui s'appelait « Un autre droit du travail est possible », où nous avions proposé un certain nombre d'évolutions. Okay. On était au pied du mur et avec les ordonnances de septembre 2017, c'était une occasion de participer à la mise en mouvement, la mise en musique d'un certain nombre de choses que nous avions poussées à l'époque dans cet ouvrage. Voilà, aujourd'hui, dans mon métier d'avocat, j'essaye aussi toujours de pousser cette question du contrat, cette question de la souplesse, cette question de la voie de passage. Et puis politiquement, je suis toujours impliqué auprès d'Édouard Philippe, puisque je suis l'un des cadres de son mouvement Horizon, okay. Où je suis en charge, secrétaire national, en charge des questions de travail et d'emploi. Génial. Du coup, j'ai une question peut-être bête, mais quel est, pour vous, là où vous avez le plus d'impact? Est-ce que pour avoir de l'impact, il faut être avocat, et parce qu'en fait, on fait le droit, on construit, ou alors, finalement, c'est des petites décisions, on est plus à gérer du cabinet, le volet business prend beaucoup le pli, ou vous avez eu le sentiment d'avoir quand même plus d'impact en étant... À tous les niveaux, mais l'impact est différent. Lorsque vous êtes conseiller en cabinet ministériel, vous avez un impact sur les politiques publiques. Lorsque vous êtes avocat, vous avez un impact dans les choix économiques et stratégiques qui sont faits par vos clients. Et vous pouvez avoir un impact que je qualifierais de tribuniciel à travers le fait que vous allez participer au débat public. Donc, tout ça se complète, si vous voulez, et c'est à des moments différents de votre vie, à des moments différents de votre carrière, mais tout ça se complète, et à tous les échelons, vous avez un impact. Il y a une chose qui me paraît particulièrement importante et qu'il faut souligner, c'est que la connaissance technique est quelque chose d'extrêmement important. Si vous ne travaillez pas
votre connaissance technique. Et si vous n'avez pas cette connaissance technique, vous pouvez difficilement avoir un impact. Le pouvoir, c'est la technique. Ça n'est pas que la technique. Parce qu'évidemment, c'est la technique et c'est la politique. Il faut mettre en perspective un certain nombre de règles. Ouais. Mais si vous ne possédez pas suffisamment ces règles, vous allez vous en référer à ceux qui, eux, les possèdent. Et qui, eux, appuieront sur le bouton, ou auront la capacité d'appuyer sur le bouton. Donc, le pouvoir s'appuie fortement sur un ticket d'entrée qui est la connaissance technique. Et ça, à tous les échelons. Que vous soyez conseiller d'un ministre, si vous n'avez pas la connaissance technique, vous allez vous en rapporter uniquement aux directions d'administration centrale qui, elles, ont cette connaissance technique. Pareil, pour un avocat, si vous n'explorez pas de manière la plus fine possible la technicité d'un sujet, vous allez passer à côté de quelque chose. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et pour rester dans le concret, lorsque justement vous donnez des conseils à un ministre ou à des personnes qui ont la possibilité de prendre une décision, comment, en tant que conseiller, vous allez chercher l'info? Est-ce que vous êtes en lien avec des dirigeants? Vous êtes en lien avec des syndicats? Comment vous arrivez à engranger le maximum d'infos et d'en synthétiser parce que en fait, quand on est ministre, d'autant plus que ça peut bouger de manière très rapide, on ne peut pas tout savoir, c'est impossible. Il faut faire feu de tout bois, c'est-à-dire bien évidemment, il ne faut pas se limiter à une seule source d'infos, il faut démultiplier les sources d'infos qui vont être des sources d'infos documentaires, des sources d'infos liées aux échanges que vous allez avoir avec différents acteurs, les plus divers possibles, des sources d'infos liées à vos recherches personnelles et à vos connaissances personnelles, et il faut croiser tout ça. Il faut le faire avec beaucoup d'ouverture d'esprit. Je crois que c'est quelque chose d'important. Il y a de rares situations où on peut se permettre d'avoir des certitudes définitives. Et donc, il faut être tout le temps en éveil, tout le temps en veille par rapport au fait que le monde qui nous entoure évolue, les situations évoluent, la vérité d'un jour n'est pas forcément la vérité du lendemain. Et donc, si vous prenez garde à tout cela, si vous êtes en veille, si vous rencontrez un maximum d'acteurs, si vous ne restez pas dans votre bulle, bien évidemment, si vous lisez beaucoup de choses, eh bien, vous faites en sorte de conseiller celui que vous êtes amené à conseiller de la manière la plus documentée, la plus complète possible. Okay. J'imagine que, comme processus, c'est de se poser toujours la question du pourquoi et de qu'est-ce que ça impacte. Ça, c'est quelque chose d'important. La question du pourquoi, elle est primordiale. C'est une question basique, mais qu'on oublie parfois. On oublie parfois d'en revenir à quelque chose de très basique. On est tellement, lancé dans la mise en mouvement d'un certain nombre de processus, d'un certain nombre de règles, qu'on en oublie parfois le sens de ces processus et de ces règles. Et ça, c'est toujours éminemment quelque chose d'important. Toujours en revenir à la finalité de l'action. Pourquoi est-ce que la question nous est posée? Pourquoi est-ce que tel processus de changement est initié? Et quel est l'objectif qu'on veut atteindre en réalité? Et est-ce que le chemin qu'on a commencé à emprunter est forcément le meilleur chemin ou pas pour atteindre cet objectif? C'est une question basique, mais souvent les questions basiques sont les questions saines, importantes par rapport à ce type de problématique. Mais je pose la question dans le sens où j'imagine que lorsque vous avez par exemple, alors je ne sais pas si vous avez été un grand défendeur de la rupture conventionnelle, mais aujourd'hui c'est devenu finalement quelque chose de rentrer dans les mœurs. Et d'ailleurs qui est d'ailleurs un peu critiqué en ce moment, j'ai remarqué. On en parle beaucoup de gens qui abusent de la rupture co, chômage pendant 2 ans, et puis après on repart sur du travail, etc. Est-ce que c'est des choses, ça vous l'aviez un petit peu, finalement avec du recul, vous dites ça on l'avait pas vu, ça on l'avait vu, ou c'est... Vous savez, il faut se rappeler de la situation qui existait avant la mise en place de la rupture conventionnelle. Avant la mise en place de la rupture conventionnelle, vous avez ce qu'on appelle des licenciements arrangés. C'est-à-dire le salarié allait voir son employeur en disant « j'ai envie de toucher le chômage, est-ce que vous pouvez me licencier ?» Et ça se faisait. Et ce qu'a permis de faire la rupture conventionnelle, c'est qu'elle a permis de faire les choses de manière transparente et sécurisée et équilibrée. Il y a beaucoup moins ou quasiment plus de licenciements arrangés maintenant parce que c'est plus nécessaire. On a un système rupture conventionnelle qui existe avec des règles. Alors qu'il y ait des abus, oui, sans doute, mais il y avait des abus de licenciement arrangé aussi. Donc c'est bien de revenir à ça, justement. Bien sûr, parce que maintenant, c'est devenu normal, mais on a oublié ce qui était en 2017. Exactement, on a oublié la situation qui préexistait auparavant. Et je pense que la situation aujourd'hui, après la rupture conventionnelle, elle est plus saine et mieux organisée qu'elle ne l'était avant. Alors,
il y a des situations qui peuvent ne pas être satisfaisantes dans un certain nombre de cas, et il faut essayer de les traiter, mais je pense que la manière de les traiter passe peut-être par différents leviers. Le levier, par exemple, fiscal et social. Vous avez des règles qui peuvent exister en matière de traitement des indemnités qui sont versées à l'occasion des ruptures de contrat de travail. Il y a sans doute des travaux à faire sur le fait que ces règles soient adaptées de la meilleure manière possible pour faire en sorte qu'on garde les seniors en emploi, par exemple. Voilà, ça fait partie des sujets. Mais il faut faire attention, parce que là aussi, si on surenchérit le coût, par exemple, des ruptures pour les seniors en emploi, on peut avoir des effets pervers. Ça s'est appelé, il y a quelques années, ça s'appelait la contribution de la lente. On avait une contribution qui était due lorsqu'on se séparait d'un senior. Résultat, les entreprises s'en séparaient juste avant que le senior rentre dans la zone d'âge où la contribution était due. Donc il y a aussi des effets pervers. Donc les choses ne sont pas évidentes. Ça ne veut pas dire, le fait qu'elles ne soient pas évidentes ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en préoccuper et qu'il ne faut pas lutter contre les effets pervers qui peuvent exister. Mais ça veut dire qu'il faut le faire en prenant le temps d'analyser un problème dans toutes ses dimensions. Ouais, génial. Super intéressant. Bon, alors on est un peu sorti déjà de votre parcours, mais je trouve ça génial de c'est bien d'avoir pris ça. Un exemple. Ouais. Et est-ce que lorsque on se lance en politique en tant qu'avocat, on est un peu, on se sent peut-être un peu plus protégé par le côté technique et l'aspect finalement le sachant. Est-ce que ça a été une force de ce volet-là, ou au contraire, on est un petit peu pointé du doigt et c'est une difficulté de un peu, parce que la politique, on donne son avis. Un avocat reste dans les... En tout cas, pour les gens qui ne font pas de droit, des personnes impartiales. Comment vous avez vécu ça là-dessus ? Vous n'êtes jamais totalement impartial, parce que quand vous allez conseiller quelqu'un et défendre quelqu'un, vous allez de fait épouser les intérêts d'une certaine manière de la personne que vous conseillez et que vous défendez. Donc vous n'êtes jamais totalement impartial. Moi, je pense que c'est quelque chose qui se concilie assez bien, parce que dans les deux cas, vous allez défendre une cause, et vous allez défendre des causes, et vous allez défendre des causes qui vous tiennent à cœur. Vous allez être visible de toute façon. Donc ce serait hypocrite de considérer que, étant visible, on pourrait cacher une partie de soi en disant « Attention, je ne vais pas montrer cette partie de moi-même parce que ça va poser un problème dans mon métier d'avocat. » Non, ce qui est important, en revanche, mais ça se fait naturellement, c'est d'être cohérent. D'être cohérent, effectivement, dans les choix que vous défendez d'un côté et de l'autre. Mais la cohérence, elle va de soi. Elle va de soi parce que vous êtes à l'aise avec ce que vous faites. Vous êtes à l'aise dans vos baskets, entre guillemets, avec les causes que vous défendez, avec les propositions que vous mettez sur la table. Et est-ce qu'on développe de fait une clientèle qui, finalement, a des problématiques qu'on défend ? Ça peut être le cas, mais pas uniquement. Ça arrive d'être ça peut être le cas en partie, effectivement, parce que vous allez avoir une clientèle qui va s'adresser à vous précisément parce que vous avez été amené à défendre un certain nombre d'évolutions, et donc elle va venir vers vous dans ce cadre-là, mais ce n'est pas limitatif pour autant. Ouais, très clair. Qu'est-ce que vous direz à un avocat qui, justement... Un plan d'action, pour rester très concret, moi j'aime bien quand qu'on est dans le réel, mais je suis avocat, j'ai envie de me lancer en politique, peu importe le parti. Qu'est-ce que vous conseillerez de faire ? Est-ce que c'est... sachant que j'imagine qu'on ne va pas commencer, surtout je pense à des avocats qui ont déjà des belles années, à donner du flyer. Non, moi je conseillerais de toute manière d'être à l'aise avec ses convictions, d'être à l'aise avec les sujets qui vous tiennent à cœur. Ça, d'une manière générale, politique ou pas politique d'ailleurs, dans tous les domaines, si vous êtes passionné par ce que vous faites, si vous croyez en ce que vous faites, ça se verra, vous allez le transmettre d'une certaine manière. Et ça, c'est un principe de base, c'est toujours mettre du sens dans ce qu'on fait, mettre beaucoup de sens et le faire avec beaucoup de conviction. Si d'une manière ou d'une autre, vous êtes en décalage par rapport à vos convictions, vous êtes en décalage par rapport à ce que vous croyez, vous ne ferez pas les choses avec entrain et ça se verra. Et vous les ferez mal, forcément. Donc, même d'un point de vue, je dirais, de pur intérêt, vous avez intérêt à faire les choses qui vous plaisent. Vous savez, je dis souvent qu'on oppose parfois le choix du cœur et le choix de la raison. On dit parfois, attention, est-ce qu'il faut faire le choix de la raison ou le choix du cœur ? Le choix du cœur est le choix de la raison. Parce qu'en faisant le choix du cœur, vous allez faire les choses qui vous tiennent à cœur, les choses avec lesquelles vous êtes à l'aise. Et donc, de fait,
ce sera le choix de la raison, parce que ça sera le choix en vertu duquel vous serez le plus efficace, le plus impliqué. Le choix du cœur est le choix de la raison. Trop bien. Et pour, par exemple, rejoindre, prenons Horizon comme exemple, Oui. Je veux rejoindre Horizon, Oui. Qu'est-ce que je dois faire, par exemple pour... Vous devez simplement vous inscrire sur Internet et puis ensuite vous allez être contacté par des responsables qui Mais je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ne savent pas ça. Mais bien sûr, qui vous présenteront les différentes activités qui sont organisées dans ce cadre. Il y a des personnes qui sont chargées d'intégrer des personnes qui veulent s'engager. À différents niveaux géographiques, effectivement. Et vous serez accueillis à bras ouverts voilà, pour cheminer avec toutes ces personnes dans la même direction. Et je vais reposer un peu une question un peu plus concrète, puis je vais revenir un peu sur l'aspect un peu plus politique, mais est-ce que, parce que c'est aussi une émission, le départ de cette émission, c'était surtout sur des clés de développement. Comment je peux développer mon cabinet d'avocat. Aujourd'hui, on s'est un peu ouvert à plutôt des histoires et des parcours, mais est-ce que d'être en politique vous a aidé quand même finalement à trouver des clients, simplement le fait des rencontres, est-ce que ça a aidé? Non, je dirais pas que c'est le fait d'être en politique. Je dirais que c'est le fait d'entretenir un réseau de personnes avec qui vous restez en contact sur le plan professionnel et lié beaucoup à votre parcours professionnel. C'est ça qui aide. Alors, dans mon cas, il se trouve que ce parcours a une dimension en partie politique, mais ce n'est pas spécifique à la politique. Vous allez avoir un parcours professionnel dans lequel vous allez faire des choses différentes, vous allez rencontrer des gens différents à un moment donné de votre carrière, et ces gens-là, vous allez garder le contact avec eux. Et donc, c'est ce qu'on appelle le réseautage, entre guillemets. Et donc, ce réseautage, vous allez l'entretenir pour des raisons aussi amicales et des raisons conviviales, on va dire. Et donc, dans ce cadre-là, vous allez effectivement élargir votre cercle d'influence et élargir les échanges que vous pouvez avoir sur le plan professionnel. Ça me paraît évident. Il y a aussi une chose, moi, qui me paraît importante, c'est de vous rendre visible sur les sujets qui vous plaisent. Si vous avez des sujets sur lesquels vous êtes particulièrement impliqué, sur lesquels vous avez beaucoup d'idées, sur lesquels vous avez beaucoup travaillé, il ne faut pas hésiter à transmettre votre goût pour ces questions et votre visibilité sur ces questions. Moi, très tôt, pour prendre un exemple, très tôt, je me suis intéressé dans les questions de travail et d'emploi sur les questions de durée du travail. J'ai écrit un livre il y a quelques années sur la durée du travail et je suis devenu un spécialiste des questions de durée du travail. Et ça, c'est quelque chose qui est important en matière de visibilité. Vous écrivez des articles, vous écrivez un bouquin, vous êtes visible sur le sujet, vous allez réseauter entre guillemets sur ces questions, vous allez participer à des colloques sur ces questions. Et donc tout ça va contribuer à votre visibilité. Donc ça, c'est un point important. Et autre point important, choisissez les sujets bien évidemment qui vous plaisent, mais choisissez si possible les sujets où c'est moins embouteillé, où tout le monde ne va pas. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est moins embouteillé parce que c'est des sujets souvent qui vont parfois être compliqués ou arides. Eh bien justement allez-y, parce que justement, ces sujets sont compliqués et arides, ils vous plaisent, il faut quand même qu'ils vous plaisent, et donc il y aura des besoins. Et comme ces sujets vont vous plaire, vous allez vous éclater en les travaillant, et ça va se voir, et ça va donc du coup transparaître sur votre capacité à les maîtriser et à les traiter. Et de fait, j'imagine que vous êtes plutôt, mais je crois que je l'avais lu dans votre interview, pour des avocats, j'imagine qu'il faut les deux, mais à choisir des avocats plutôt spécialistes sur un sujet, plutôt qu'aller chercher à un peu tout connaître. Mais vous ne pouvez jamais tout connaître. C'est pas possible de tout connaître. Personne n'est omniscient. Donc plutôt que de chercher à tout connaître, cherchez plutôt à bien connaître certains sujets. Vous serez beaucoup plus efficace. Vous avez écrit un bouquin il y a longtemps. Vous m'avez dit que vous aviez en rédigé un nouveau qui sort le 18 juin. Absolument. Est-ce que vous pouvez en parler rapidement? On en profite. Petit instant promo. Alors, je sors le 18 juin prochain aux éditions Hermann un livre que j'écris avec Bertrand Martineau, qui est économiste, qui s'appelle « Le travail est la solution ». Donc nous avons voulu, toujours sur ces questions du travail, replacer la question du travail au centre des débats, au centre des enjeux, réconcilier d'une certaine manière les Français avec le travail, si tant est qu'ils soient fâchés avec le travail, et proposer un certain nombre d'évolutions. Donc rendez-vous le 18 juin. Mais à vrai dire, je pense que c'est un vrai sujet pour deux raisons aujourd'hui. L'IA qui se développe, qui fait peur à beaucoup de gens. Oui, absolument. Et de deux, il y a une vraie...
il y a une nouvelle génération. Oui. Je sais pas si j'en fais partie, mais bon, en tout cas, moi, je kiffe bosser, mais c'est ma boîte, donc forcément, j'ai pas le choix. Mais bon, personne n'a le choix finalement un peu de travailler dans un sens. Mais il y a quand même une génération qui ne voit pas du tout le travail de la même manière qu'avant. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Je pense qu'il y a un sujet autour de ce que j'appellerais la promesse du travail. Est-ce qu'aujourd'hui, la promesse du travail est là? C'est quoi la promesse du travail? La promesse du travail, c'est de trouver un sens à ce qu'on fait et de s'émanciper dans sa vie de tous les jours, dans sa vie professionnelle, par le travail. Si on considère que cette promesse du travail n'est pas là, et qu'au contraire, on ne va pas s'émanciper, mais qu'au contraire, on va s'abrutir, et qu'on ne va pas gagner sa vie, et qu'on ne va pas évoluer professionnellement, on comprend évidemment qu'on ait quelques reculs par rapport à la question du travail. Et donc tout l'enjeu, elle est de déterminer de quelle manière on peut retrouver cette promesse du travail, cette promesse de réalisation dans sa vie professionnelle et dans sa vie plus large par le travail. À court terme, c'est la question du salaire, c'est la question des revenus du travail, la question du pouvoir d'achat, la question des taxes qui pèsent sur le travail. Et puis à moyen terme, c'est la question des parcours professionnels, la capacité à évoluer dans son travail, à faire un travail dans lequel on peut se réaliser, à avoir des évolutions de parcours professionnel. Et donc si on veut faire en sorte qu'on puisse s'en trouver mieux collectivement dans notre société par le travail, il faut renouer avec cette promesse du travail. Et alors moi j'ai peut-être une vision peut-être un peu dure, alors je ne sais pas si elle est dure là-dessus, c'est finalement même on est une société mondialisée, est-ce que les politiques peuvent vraiment à ce point-là changer le quotidien des gens, et est-ce qu'il n'y a pas aussi un travail de responsabilisation personnelle à faire en se disant mais 35 heures, même si c'est que 35 heures parce que pour certains c'est beaucoup plus, est-ce qu'on ne ferait pas en sorte quand même que ces 35 heures soient un moment de plaisir? Non, mais bien sûr, vous avez raison. Et aussi que le travail... Il ne faut pas tout demander aux politiques. La responsabilité nos responsabilités individuelles sont aussi réelles en la matière. Après, le politique, ce qu'il peut faire, c'est rendre les choses possibles. Rendre les choses possibles et faciliter les choses. Mais effectivement... chaque individu a aussi sa part de responsabilité et son rôle à jouer. Bien sûr, bien évidemment, vous avez raison. Pour finir sur le volet un petit peu politique, et sur la vision justement que parlait de l'intelligence artificielle, moi j'ai du mal à imaginer ce que ça va être dans serait-ce que 2 ans. Comment vous positionnez par rapport à ça? Sur l'IA Sur l'IA, je crois qu'il faut garder la tête froide parce que quand on regarde les études, on se rend compte que sur l'intelligence artificielle, on a à peu près un tiers, grosso modo, des emplois qui vont être non pas détruits, mais impactés. Il y a assez peu d'emplois qui vont être entièrement substituables par de l'intelligence artificielle. Souvent, on est plutôt dans des problématiques d'emploi augmenté, entre guillemets, ce qu'on appelle emploi augmenté, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle, sur certaines tâches, va permettre d'aller plus vite. Donc c'est une révolution technologique, ça c'est clair, qui va sans doute, les études montrent que ça va sans doute se traduire globalement plutôt par des gains de productivité. Alors globalement, après bien évidemment, dans certains cas ça va être plus compliqué, dans d'autres au contraire ça va être très profitable. Et le challenge pour nos sociétés, c'est effectivement de prendre le pli de l'intelligence artificielle de la meilleure manière possible. Alors il y a eu un règlement européen, le fameux IA Act, qui a été adopté, qui rentre en vigueur progressivement cette année, et qui prévoit un certain nombre de choses. Il y a un enjeu très important de formation professionnelle, parce qu'il faut apprendre à maîtriser l'IA, il faut apprendre à poser les bonnes questions, poser les bons prompts dans le jargon IA. Il faut apprendre, moi, ce que j'appelle à ouvrir le capot. Vous savez, on ouvre le capot pour voir quels sont les algorithmes, quelles sont les données de base. Le nouvel or, c'est la donnée brute, parce que l'IA, sans données, elle ne peut rien faire. L'IA, elle va intervenir à partir de données qu'on va lui mettre dans le moteur. Et donc, le nouvel or, c'est la donnée. Et donc, effectivement, il va falloir adresser tous ces sujets. Alors, c'est progressif. Quand on regarde ce qui se passe, par exemple, dans les cabinets d'avocats, on se rend compte que l'IA est une aide, mais que rien ne remplace pour l'instant la capacité d'analyse, de contextualisation globale que peut avoir l'être humain, en plus de l'usage de l'IA. Est-ce qu'un jour, l'IA va devenir plus intelligente? Forcément, effectivement, et va avancer dans cette capacité, bien sûr.
Mais tout l'enjeu, c'est de rester en veille par rapport à ça et de voir jusqu'où on va les uns et les autres dans cette capacité. Est-ce que vous êtes chez Flichy, vous êtes Oui, équipé? Associé, oui. Équipé sur l'IA? Équipé sur l'IA, oui, bien sûr, on est équipé sur l'IA. Oui, absolument, bien sûr. Et à titre personnel, vous l'utilisez, vous, un petit peu ou pas du tout? Un petit peu de temps en temps. Mais je dirais que globalement, on est resté quand même dans un traitement principal d'une demande d'un client, l'IA n'étant là que pour nous aider, pour nous aider à gagner du temps sur des recherches, par exemple, ou pour être confronté par rapport à des pistes de réponse qu'on peut avoir sur certains sujets. Mais j'ai l'impression que, parce que j'ai eu Katie Defalco de Dalloz, Guillaume Carrère de chez Doctrine, Predictis, Louis Leblanc, et Louis Leblanc, n'importe quoi. J'ai oublié son nom de famille, Louis. Mais globalement, j'ai remarqué il y a eu une vraie hype. Et en ce moment, j'ai l'impression que ça se calme. J'ai l'impression que les gens disent, en fait, ils me trouvent quand même pas mal de conneries, ou alors oui, il faut faire attention, faut rester vraiment. Il y a un principe d'ailleurs de base important, c'est vraiment en bon français keep control, c'est-à-dire garder la maîtrise du processus. Et c'est particulièrement important avec l'IA parce qu'il peut y avoir ce qu'on appelle des hallucinations, c'est-à-dire des réponses qui vont être totalement inopérantes et qui sortent de nulle part, ou des arrêts qui sont cités qui ne correspondent pas du tout à la situation qui est visée. Donc il faut vraiment garder le contrôle, mais c'est une aide, il faut le considérer comme une aide. Exactement. Et à mon sens, pour finir sur ce sujet, moi ce que je remarque en tout cas chez nous et parce que chez les salariés ou les personnes avec qui on bosse, c'est que, mais ça n'a pas beaucoup changé depuis Internet finalement, c'est les curieux qui en bénéficient le plus. C'est la personne qui se dit, ok, je sais chercher, et en fait, je prends l'exemple de Clément, mon associé, lui, il est tout le temps en train de poser des questions, et à se dire, bon, je sais pas faire, mais je vais demander, Google, ChatGPT, machin, et en fait, il débloque tout. Et du coup, il développe un champ de compétences qu'il n'aurait jamais pu avoir avant, mais simplement parce qu'en fait, il se dit, je sais pas, je pose la question. Alors qu'au lieu de se dire, je sais pas, j'abandonne. C'est un peu cette dynamique-là. Ça, c'est important, mais il y a aussi un autre point important pour un avocat qui me paraît nécessaire de rappeler. Et je le dis souvent parce qu'il m'arrive aussi de donner des cours à l'université. Je le dis souvent aux étudiants ou aux jeunes avocats. C'est attention, vérifiez toujours auprès de la source brute. Vous allez avoir un commentaire qui va être fait ou une interprétation qui va être faite. Vous allez lire quelque chose qui va vous dire que face à telle situation, la règle prévoit ceci ou cela. Et ayez toujours le réflexe de bien regarder ce que dit la source brute, parce qu'on peut avoir des surprises dans la matière. Et avec l'IA, ça fonctionne aussi, bien évidemment. De votre côté, quels sont un peu les enjeux là sur les prochaines années? Du coup, vous êtes chez Horizon, vous accompagnez le mouvement. Qu'est-ce qu'on vous souhaite sur les 2 prochaines années? De toujours faire ce qui me plaît et d'essayer de faire avancer le schmilblick à tous les niveaux où je me situe. Génial. Et écoutez, moi Franck, c'était hyper intéressant. Merci à vous. J'espère que ça va plaire aux auditeurs, mais j'en doute pas. Je trouve que ça change, on a rarement eu des épisodes comme celui-ci et c'est très cool. Donc merci à vous. Allez regarder, donc 18 juin, rappelez le titre. Le travail et la solution, édition Hermann, coécrit avec Bertrand Martineau, parution le 18 juin. Et allez, et ce sera disponible, où est-ce qu'on peut retrouver? Dans toutes les librairies, on le trouvera. Génial. Ou alors vous allez sur le site de Hermann, éditeur, il y aura des bons de commande. Voilà. Magnifique. Merci Franck, et puis à très vite. Merci à vous.